Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette vidéo au format FAQ donc où je vais tenter de répondre à quelques-unes de vos questions. Tout d'abord, merci à toutes et tous de m'avoir posé vos questions, que ce soit par Messenger ou par email, ou même quelques-unes en commentaire de la vidéo d'annonce. Donc merci pour tout ça, je ne m'attendais pas déjà à en avoir autant. Et la grosse surprise, c'est qu'il y a pas mal de questions perso, donc sur mon activité, sur mon parcours, sur moi, quoi. Ça vous intéresse vraiment? Ah, cette question, à quoi reconnaît-on l'acrylique de l'ébonite? J'aime pas l'acrylique! J'avais pensé à vous mettre un tuyau d'ébonite et d'acrylique sur mon enclume et à vous montrer comment il casse différemment, mais ça vous aidera pas franchement. Ouais, pour ce qui est de l'acrylique, en fait, c'est un matériau dur, froid, cassant. Voilà pour les côtés négatifs. Pour le côté positif, c'est que son oxydation, elle est beaucoup moins flagrante, voire inexistante. Voilà. Pour ce que vous allez pouvoir en voir, en tout cas, c'est que s'il y a une oxydation, s'il y a un reflet un peu marron, un peu jaunâtre ou quoi, vous aurez affaire à de l'ébonite. Et si vous n'avez pas d'oxydation au bout de quelques années, vous savez que vous avez affaire à une acrylique. Ensuite, le son que ça va faire dans les dents, un tuyau en ébonite est souple, un tuyau en acrylique est dur et ferme, et il va sonner comme un morceau de vulgaire plastique dur, quoi. Voilà, et ensuite on va pouvoir voir également, alors que ce soit sur les pipes industrielles, très souvent, autour du bec, vous avez des traces blanches, parce qu'on ne peut pas polir bien comme il faut, ou on n'est pas allé poncer en finesse derrière la lentille, voilà, pour enlever ces traces de blanc, parce que tout bêtement, l'acrylique, lorsqu'elle n'est pas polie miroir, elle est blanche. Quand elle est mal poncée, quand le travail est mal fini, c'est blanc. Voilà. Et ça, vous allez le voir, le retrouver dans le perçage de votre tuyau aussi. Vous allez trouver des traces de blanc. Voilà. Généralement, la pipe d'usine avec un tuyau en acrylique, vous avez une fausse lentille en V. On a un faux V en fait. Au lieu d'avoir le vrai V comme ceci, vous avez une encoche à l'entrée du tuyau, comme ça. Et en fait, on voit un trou de perçage au milieu, quoi. Et cette espèce de U, finalement, peu profond. Voilà. Parce que l'acrylique ne se travaille pas de la même façon que l'ébonite, parce que l'acrylique est très souvent pleine de défauts, parce que si elle chauffe trop, l'acrylique bulle. Voilà, enfin c'est... Voilà pourquoi. Ça c'est la réponse en fait à la question que vous m'avez pas posée. Je n'aime pas l'acrylique. Pardon, j'ai du mal à être objectif là-dessus. Et voilà, et ensuite donc l'ébonite, elle est souple déjà au doigt, même sans la chauffer, vous allez pouvoir la faire bouger un petit peu. Et on va pouvoir avoir un polissage interne qu'on n'aura pas avec l'acrylique. Voilà, je sais pas, là, comme ça, je peux pas vous faire d'autres démonstrations sans effectivement l'éclater sur une enclume. Mais voilà, ouais. Moi, j'aime pas l'acrylique parce que ça pue. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi, il y a l'odeur. L'odeur de l'acrylique, quand on la travaille, est assez infâme. Maintenant, une fois que le produit est fini, c'est dur à distinguer. Souvent, le tenant d'un tuyau acrylique est un tenant rapporté, un tenant en téflon, voire en ébonite. Parce que l'acrylique est extrêmement cassante et que du coup un tenon en acrylique ça ne tient pas. Ça ne tient pas les écarts de température. Si ça se refroidit, ça va complètement flotter et vous ne pourrez pas le redilater comme il faut. Et ça casse net, quoi. Ça casse net l'acrylique. Donc généralement, tenant rapporté, on perce le tuyau, on insère un morceau de téflon ou d'ébonite que l'on vient insérer en force et coller, et ensuite on reperce pour avoir un tenant rapporté. Voilà. Alors le sablage, ça marche comme n'importe quel sablage ou aérogommage. On va venir projeter un média de sablage
sous haute pression, dans une cabine de sablage. Alors ici, moi, j'ai des cabines de micro-billage pour l'instant, et je n'ai pas de réelle cabine de sablage comme il faudrait, pour faire des sablages profonds, mais bon, c'est encore quelques milliers d'euros d'investissement, ça viendra, je l'espère, dans peu de temps. J'espère, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, voilà. Mais je vous aurais fait volontiers une démo, mais voilà, moi mes cabines de microbillage me servent à approfondir un sablage déjà existant ou à nettoyer le broussin sur le dessus des pipes de type fleur. Voilà. Mais ensuite, pour avoir un sablage, alors pardon, je me tourne, ouais, mais ça sera, je pense, ouais, le meilleur exemple qui soit. Alors je sais pas, voilà, je vais vous la rapprocher. Voilà un sablage particulièrement profond, particulièrement beau, et c'est signé Pierre Morel. Voilà le rendu d'un sablage à la Raptor. Alors si on regarde bien sur ce gros plan, j'espère que je ne bouge pas trop à bout de bras, on peut deviner les flammes qui remontent sur le sablage. Donc en fait, pour sabler une pipe, on part pour la sabler en tout cas en ring-grain comme ça à l'horizontale, on part d'une pipe flammée, hein, dont les flammes sont à la verticale, à 360 degrés. Sur cette pipe, on va arriver à distinguer les cernes de croissance de la bruyère. Et donc avoir des différences entre bois d'été, bois d'hiver. Plus clair, plus foncé, plus dense, plus poreux. Voilà. Et donc le bois d'été qui... Je suis désolé, ça va être un peu chiant, hein. Mais je vous le fais quand même. Le bois d'été a une croissance plus rapide parce qu'il a tout ce qu'il faut pour aller en avant, quoi. Donc il est plus poreux parce qu'il grandit plus vite. Et en fait, c'est ce bois-là qu'on va dégommer le plus rapidement à la sableuse. En projetant, on va venir creuser le bois et donc dessiner les cernes, effacer en grande partie, voire totalement, les flammes à la verticale et développer les anneaux de croissance. Donc le bois le plus tendre, l'anneau de croissance le plus tendre va se creuser. L'anneau de croissance le plus dense, le plus dur, lui va rester en relief. C'est le bois qui a eu le plus de difficultés à grandir, à pousser, à se développer pendant les périodes d'hiver notamment, parce qu'il fait froid, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie au bois pour se développer. Voilà, donc ce bois est beaucoup plus dense parce que plus lent à grandir. Et donc il reste en relief. Voilà comment ça marche le microbillage. En fait, on vient frapper à une certaine force. Et donc toutes ces microbilles de sable, enfin pas de sable, hein, mais ce média de microbillage, en tout cas de sablage, vient percuter à haute vitesse le bois, creuser les anneaux les plus tendres pour laisser en relief les anneaux les plus durs, et dans le meilleur des cas, arriver à des résultats de sablage impressionnants, comme ça peut être le cas sur ce genre de pipe, avec un sablage Raptor à la Morel. Je suis désolé, hein, mes pipes sont loin d'être les plus jolies, hein, vous voyez, hein, c'est pas très propre tout ça, mais voilà. Briquet ou allumette, briquet ou allumette, alors peu importe, ce qui t'est le plus pratique, ce que tu préfères, hein. J'aime beaucoup allumer à l'allumette, mais les allumettes de taille suffisante pour allumer une pipe sont rares. Donc voilà, les allumettes de plus petite taille, les plus répandues, sont rarement de bonne qualité dans le commerce. Donc il va falloir viser des allumettes type allumettes Davidoff ou comme ça, et vous allez les payer forcément beaucoup plus cher. Mais voilà, elles sont de bien meilleure qualité, elles cassent pas quand on vient les craquer, ou voilà. Voilà, maintenant en extérieur, je suis plutôt briquet, mais d'ailleurs en règle générale, je suis toujours briquet. J'utilise un Corona Old Boy, donc ce type de briquet spécial pipe. C'est hyper pratique, c'est hyper qualitatif, c'est un briquet un peu lourd, on sent que voilà. Il y a beaucoup d'autres marques, hein, qui fabriquent du briquet type Corona Old Boy, mais voilà, pour l'instant, le seul que j'ai gardé, que j'ai conservé,
pour tous les jours, pour tout le temps. C'est vraiment la marque, le Corona, modèle Old Boy, fabrication japonaise, un certain poids parce que ça pèse, je crois, de mémoire quelque chose comme 80 grammes. La flamme est horizontale, vous tenez votre briquet par en dessous sans vous brûler les doigts. Donc là, la flamme, je l'ai réglée, moi, particulièrement douce, mais bien sûr, elle peut être plus puissante que ça. Et donc, sans vous brûler les doigts, vous venez présenter au-dessus du foyer et aspirer gentiment. Voilà, c'est hyper pratique. Vous avez également, si vous avez oublié votre temper, sous le briquet, vous avez un tasse-braise qui vient se sortir. Voilà, on le tourne d'un demi-tour, on le verrouille. Donc là, il est verrouillé. Voilà, et je viens le repivoter, il rentre à sa place. Ou on vient carrément le sortir, et là, vous avez un petit cure-pipe pour venir nettoyer la tige, ou voilà, le petit tasse-braise de l'autre bout. Voilà, donc ça c'est mon briquet, c'est le briquet à tout faire, quoi. C'est increvable, c'est génial. Perso, plutôt briquet qu'allumette. Maintenant, briquet essence. Si vous êtes un adepte du Zippo, voilà, continuez au Zippo. Mais sachez qu'il existe des inserts gaz pour votre Zippo. C'est quand même vachement mieux, même si ça n'a pas le charme du côté américain, bam, le Zippo, voilà, de la grosse flamme tempête. Est-ce que on fume réellement sa pipe sous une tempête, en plein vent? Voilà, en général, c'est plutôt déconseillé. Donc, voilà, si vous n'arrivez pas à allumer votre pipe au briquet, c'est que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit pour la fumer. Non, après, trêve de plaisanterie, l'essence, en fait, donne un mauvais goût au fumage sur les premières bouffées de fumée que vous allez prendre. Mais si vraiment vous aimez ça, en fait, je vous le fais comme si c'était un Zippo, vous allumez votre Zippo, vous laissez s'évaporer quelques secondes l'essence, pas avoir de vapeur quand vous allez allumer, et seulement plus tard, vous pouvez procéder à l'allumage. Voilà. Alors les tuyaux sont fabriqués, en tout cas pour ce qui est du travail artisanal, à partir de barreaux d'ébonite, de Cumberland, d'acrylique, peu importe. On a des barreaux de 18 mm, 20 mm, 22, peu importe, qui font 1 mètre de long en général. Voilà, donc on achète ces matériaux bruts comme ça, et on vient découper la section qu'il nous faut, les percer, étailler tout à la lime ensuite, venir les ajuster à la tige de la pipe, tout dessiner à la lime, voilà, même ouvrir sa lentille à la lime, la micro-lime, à la lime aiguille de bijoutier, voilà, faire les choses en précision. Voilà comment on fabrique un tuyau, en tout cas c'est extrêmement long. Je pourrais éventuellement en faire une vidéo, mais alors déjà, je suis pas le plus grand artisan pour parler de la fabrication des tuyaux pour l'instant, en tout cas, enfin, le plus grand non, le plus gros peut-être. Mais non, maintenant voilà, la fabrication d'un tuyau fait main, en tout cas c'est comme ça, à partir de barreaux de matériaux. Les pipes industrielles, on est sur des tuyaux moulés, de plus ou moins bonne qualité, puisqu'on ne connaît jamais trop vraiment la provenance de l'ébonite utilisée pour ces tuyaux moulés, ou de l'acrylique même. Voilà. À la limite, on peut travailler avec des tuyaux moulés et les faire évoluer en diminuant l'épaisseur sous la dent, en ouvrant un petit peu mieux les perçages, beaucoup mieux les perçages en tout cas. Mais ça c'est chacun voit midi à sa porte. Sur les pieds d'usine, évidemment, on n'a pas le temps de passer des heures sur un tuyau. Voilà, alors maintenant je vous dis des heures parce que personnellement ça me prend des heures, mais bien évidemment un pipier confirmé, comme par exemple Pierre Morel, ses mains travaillent sans qu'il ait besoin de réfléchir, donc il est beaucoup plus efficace que moi, et ils sont nombreux à être beaucoup plus efficaces que moi, bien sûr. Ils ont aussi des machines pour dégrossir éventuellement la forme du tuyau, et ensuite avoir uniquement un travail de finition à la lime ou au ponçage, à faire à la main. Donc voilà pourquoi moi je ne vous ferai pas de démonstration, parce que sinon on y est encore demain. Alors la question est
particulièrement compliqué. En tout cas, la réponse va être compliquée pour moi. Je ne sais pas déjà si je suis forcément bien placé pour juger de l'avenir de la pipe en France ou dans le monde. Alors dans le monde, j'ai environ 50 à 60% de ma clientèle qui est en dehors de la France. Donc signe que ça se porte quand même plutôt bien à l'étranger. Pour la France, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Le fait qu'on ait une politique globalement anti-tabac. On ne fait pas le distinguo entre le fumeur de Marlboro et le fumeur de pipe ou le fumeur de cigare. Pour les gens qui nous gouvernent, fumer est une mauvaise chose. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous expliquer. Et donc, pour notre plus grand bien et pour notre santé à tous, on augmente les taxes sur le tabac pour rendre inaccessible ce plaisir à tout le monde. Alors je dis ce plaisir parce qu'on parle particulièrement de pipe ici. Et donc, ça doit rester un plaisir et c'est pas une réponse à une addiction. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure des solutions d'augmenter les taxes pour empêcher les gens de fumer? Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne suis pas politicien et j'ai pas fait les études pour. Voilà, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai pas la bonne réponse. Hein. Mais voilà, toujours est-il que cette politique en fait nous freine énormément. Maintenant, on a aussi donc le problème que les bureaux de tabac ne peuvent plus se mouiller en achetant toute la gamme possible pour la France, au risque de ne pas les vendre parce que tout simplement le détaillant il gagne très peu sur la vente d'une boîte de tabac ou d'un paquet de cigarettes. Chez nous, la majeure partie du prix part à l'État, c'est 80% du prix du tabac est en fait une taxe. Voilà, tout ça, ça part à l'État. Et ensuite, il y a une partie, évidemment, la majeure partie qui reste pour le fabricant, pour le blender. Il y a une autre partie pour la marque éventuellement quand on achète par exemple un tabac de la marque Chacom. Chacom ne fabrique pas son tabac. Chacom passe un temps fou à développer une recette avec le fabricant, à faire des tests, à faire des essais, à goûter, à partager un petit peu avec quelques fumeurs pour avoir des premiers ressentis avant de commercialiser finalement un produit et une recette finie. Donc voilà, donc là, le blender qui fait le mélange, qui met en boîte, qui fait tout ça, lui touche la plus grosse partie des 20% du prix restant. Reste une infime partie pour la marque qui aura participé à l'élaboration de ce produit. Et ensuite, encore une infime partie, on parle de centimes, pour le détaillant. En tout cas, sur un paquet de cigarettes, c'est vraiment des centimes. Sur une boîte de tabac, il y a 1 euro. Voilà, à peu près. Voilà, donc n'en voulez pas non plus trop à votre détaillant s'il ne veut pas se mouiller sur l'achat de 10 boîtes d'un coup pour une variété que vous ne trouveriez pas chez lui. C'est simplement que derrière, déjà, il faut trouver la clientèle pour arriver à le vendre et ils gagnent tellement peu sur la vente des tabacs eux-mêmes que c'est devenu très compliqué pour eux. Donc voilà, déjà ça c'est le premier gros obstacle, c'est que si on ne trouve pas un tabac qui nous convienne, forcément, à quoi bon fumer derrière la pipe si le tabac ne nous plaît pas ou n'est pas en adéquation avec nos goûts personnels. Voilà. Ensuite, on a également les réseaux sociaux qui jouent énormément sur la communication. Maintenant, se passer des réseaux sociaux, c'est se voir mourir lentement. Hein. En tout cas, moi, si je ne communiquais pas sur les réseaux, si je n'échangeais pas avec vous, je ne m'en sortirais pas. Donc, heureusement que les réseaux sont là. Mais le sujet de la pipe, le sujet du tabac, devient tabou de façon mondiale. On ne peut plus parler de tabac aussi librement qu'on le voudrait. On ne peut pas commercialiser de produits
ayant rapport avec le tabac, donc c'est le cas pour la pipe par exemple. Si je veux demain faire une publicité comme ça se fait, une publicité sponsorisée sur les réseaux, eh bien moi je n'ai pas le droit de le faire puisque je vends des pipes, que ça a un rapport direct avec le tabac et donc c'est illicite sur les réseaux. Voilà. Donc ce côté aussi, ce frein dans la communication, dans la publicité va être aussi un nouvel obstacle pour l'avenir de la pipe. À nous de trouver d'autres solutions, à continuer de parler avec nous, que ce soit sur des groupes spécialisés, sur des groupes privés davantage, sur des forums spécialisés également. Voilà, maintenant, quand je vois également le retour aux produits de qualité, on a de plus en plus de personnes quand même, il faut bien le constater, qui favorisent davantage la qualité à la quantité. Et en général, c'est la première démarche que l'on fait quand on vient à la pipe. C'est qu'on recherche quand même un produit qualitatif, que ce soit la pipe en elle-même ou le tabac, quand même sur quelque chose de bien meilleur qu'une simple cigarette. Donc ça devient vraiment un effet de masse. On revient à ce qui se faisait avant, à la qualité qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Et donc ce travail de recherche de la qualité fait que j'ai quand même bon espoir pour l'avenir pipier en France comme dans le monde. Bien qu'il y ait des obstacles, bien que les obstacles soient de plus en plus gros, la volonté de rechercher cette qualité, les passions, les collections aussi rentrent en jeu. Tout ça fait que j'ai quand même bon espoir. Oui, alors, oui, c'est vrai. La pipe a toujours cette image désuète. Et si vous n'êtes pas dans une grande ville où les gens ne font pas attention aux autres, vous vous en êtes certainement rendu compte. Quand vous sortez avec votre pipe au bec ou à la main, il y a toujours des gens qui... Qu'est-ce que... What? Bon. Ouais, c'est sûr, ça, c'est plus tellement... on n'a plus tellement l'habitude de voir ça dans le paysage urbain. Mais c'est pas passé de mode non plus. Enfin, c'est pas une mode, la pipe. C'est un mode de consommation, un mode de vie pour certains. Mais ça, en tout cas, ça participe d'un mode de vie. Mais ouais, c'est la recherche d'une qualité qui fait qu'on va vers la pipe. Et pour ça, la pipe électronique, enfin... Non, ben non. Non, on n'a aucun plaisir réellement. Et j'ai fumé la cigarette électronique pour m'aider à arrêter complètement la cigarette. Donc voilà, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait mes jus moi-même, machin, pour avoir des trucs un petit peu meilleurs que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et très franchement, il n'y a aucun plaisir à trouver là-dedans, c'est simplement on prend notre dose de nicotine et puis point barre quoi. Donc non, je me fais aucun souci concernant l'avenir de la pipe. Non, elle n'est pas amenée à disparaître, en tout cas pas à cause de ces nouvelles technologies, pas à cause de cet esprit qui associe la pipe au passé ou voilà. Non, la preuve c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fument la pipe. Tant mieux, c'est génial. Voilà, ça sera tout pour cette deuxième et dernière partie de cette FAQ. J'espère que j'aurai répondu au mieux aux questions que j'ai sélectionnées, parce qu'il a fallu faire une sélection. Je garde les questions auxquelles j'ai pas répondu pour éventuellement une prochaine FAQ. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Et si le format vous plaît, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou par MP comme d'habitude. Je songerai à en faire une nouvelle vidéo sur ce format-là. Voilà, nous on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui ne sera ni une FAQ, ni une vidéo tuto, même s'il y a déjà un tuto en préparation. Je vais tâcher de répondre dans la prochaine vidéo donc à la question dramatique, la question qui fait se lever tous les boucliers, qui suscite des réactions assez vives. Et tant pis, et tant pis. Je vais essayer de répondre avec le maximum d'arguments factuels
à cette question qui concerne le prix des pipes Dunhill. Pourquoi sont-elles si chères? Pourquoi sont-elles inaccessibles à beaucoup? Même si on le verra, je ne le sens pas forcément du tout. Voilà, je vais tâcher de répondre à ça. J'attends encore quelques retours de la part des ateliers Dunhill pour avoir éventuellement quelques illustrations ou quelques propos. Voilà, je leur ai tout soumis. Ils auront la possibilité de compléter mes réponses, mais pas de dire non, ça on veut pas. Voilà, parce que déjà, 1, c'est pas une vidéo sponsorisée, de 2, je ne suis pas Dunhill, de 3, je gagne peu en vendant des Dunhill, puisque par définition, vu qu'elles sont plus chères, je les paye plus cher, donc voilà. Mais en revanche, je prends beaucoup de plaisir à fumer mes Dunhill, ou à restaurer des Dunhill, parce qu'elles sont souvent mieux entretenues, il faut le dire, mais parce qu'elles sont évidemment mieux faites aussi, et plus faciles d'entretien du coup. Mais ça, on en reparle dans cette vidéo, j'essaie de garder mes arguments, et là je commence à les lâcher, donc vite je clappe de fin. On se dit à très très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour les quelques rares qui seront restés jusque là, et on se dit à très vite. Ciao, et d'ici là, si vous avez des questions, on se retrouve sur Facebook, Instagram, sur mon site internet via le formulaire de contact. Tous les liens, comme d'habitude, en description sous cette vidéo. À très bientôt, ciao ciao!